Cécile, bonjour. Merci que Cdiscount ait accepté cette audition. C'est une audition d'une trentaine de minutes. Peut-être que, comme je vous le disais, donc on aura cette partie synthèse qui sera diffusée et Constant Amballard-Papillon qui est présent sera là aussi pour poser quelques questions. Peut-être en quelques mots, redites-nous ce que c'est exactement Cdiscount. Bien sûr. Bonjour, merci d'avoir pensé à nous, en tout cas pour ces auditions et ces travaux très importants. Donc Cdiscount, c'est un e-commerçant français qui est né à Bordeaux il y a 23 ans maintenant. À l'origine, c'était une petite start-up familiale et finalement, elle a été rejointe par le groupe Casino très rapidement. Ce qui lui a permis de prendre de l'ampleur. Donc au début, on vendait des CD en ligne et puis finalement, on a ouvert les différents univers, déjà des produits culturels en lien avec ce qu'on faisait, de l'électronique et puis de l'équipement de la maison, de la personne. Et aujourd'hui, on vend même des services. Il se trouve qu'il y a quelques années, en 2011, on a ouvert une marketplace, ce qui a changé considérablement notre modèle puisque nous sommes passés d'un distributeur en ligne qui avait 60 000 références à une entreprise technologique qui accueille sur sa plateforme 13 000 vendeurs et plus de 100 millions de produits. Donc ça a changé considérablement les choses. Donc parmi les vendeurs, nous avons une grande majorité de TPE, PME. Voilà, donc c'est Cdiscount aujourd'hui, une entreprise bordelaise avec 2000 salariés français. Merci beaucoup. Constant, peut-être qu'on passe aux questions. Ah, on ne vous entend pas. Oui, tout à fait. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, première question. Alors, c'est vrai que Cdiscount est bien connu pour faire partie des grosses plateformes Made in France. Depuis le début de la crise, avez-vous ressenti un certain engouement pour la vente en ligne? Et quels sont peut-être les secteurs d'achat dont la part de marché a fortement augmenté durant cette période? Alors oui, vous avez raison, on a senti effectivement un certain engouement. L'audience de Cdiscount et je pense de bien d'autres e-commerçants a augmenté. Aujourd'hui, on a 23 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est quasiment un tiers de la population française qui vient chaque mois sur le site. On a constaté en fait au début de la crise une appétence forte forcément pour l'équipement informatique. Donc les gens sont équipés pour être en capacité de travailler, donc des imprimantes, des ordinateurs, ce genre de choses. Mais aussi des jeux, des jouets, parce qu'on était tous enfermés à la maison, y compris les enfants, il fallait bien les occuper. Donc là, on a senti vraiment une forte augmentation de la demande. Parallèlement, on a aussi vu qu'il y a des marchés qui ont totalement chuté. Donc il s'agissait du meuble, de la mode, du voyage, bien évidemment. Donc, l'un dans l'autre, en fait, la croissance n'a pas été si exponentielle que ça. C'est vraiment différents produits qui ont été recherchés. Et puis, on a ressenti une autre tendance au moment du deuxième confinement, de la deuxième vague à l'automne, où là, les gens ont plutôt, pour le coup, sont plutôt tournés vers les produits d'équipement de la maison, du jardin. Voilà, on est enfermé chez nous, on sait que c'est durable, donc on va essayer de s'occuper un peu plus de notre foyer. Donc ça, on l'a effectivement vraiment ressenti, oui. Peut-être que la question, c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on met souvent en parallèle le commerce physique, les grands plateformes de vente en ligne sur Internet. Vous, quel est, à votre avis, le bon équilibre par rapport à tout ça? Alors, nous, on est une entreprise, on est un pure player, comme on dit. Donc, on n'a pas de point de vente physique. Cependant, nous faisons partie, quasiment depuis la fondation de l'entreprise, d'un groupe de distribution physique. Donc, on n'est pas éloigné de ce sujet et au contraire, ça nous a donné vraiment cette culture de la complémentarité du commerce. C'est pourquoi Cdiscount, par exemple, a ouvert des corners dans des magasins géants.
On pense vraiment qu'il existe, il existe un lien, une complémentarité. On pense, et là je pense que maintenant je pense que c'est assez acquis, que finalement les gens ne cherchent pas la même chose quand ils vont dans un magasin et en ligne, et surtout qu'ils font les deux. Donc maintenant les gens ne vont pas uniquement dans les magasins comme ils ne vont pas uniquement en ligne. Alors pendant la pandémie, c'est vrai qu'ils se sont tournés massivement vers le e-commerce, mais on a bien vu aussi quand les magasins ont réouvert que les gens avaient envie de soutenir leur commerce, avaient besoin du lien social. On n'obtient pas la même chose en fait en faisant ses courses en ligne. Excusez-moi, il y a le chat qui vient s'inviter dans l'audition. C'est les dangers du télétravail. On sait qu'on ne recherche pas la même chose. Donc, on va aller dans un magasin pour du lien social, pour une expérience, toucher le produit, etc. On va aller en ligne pour la praticité du service et aussi parce que depuis quelques années, le e-commerce a été beaucoup régulé. Donc, avant, c'était un peu différent. C'était un peu un territoire inconnu. Les gens hésitaient même à commander en ligne. Les gens pouvaient avoir un peu peur, ne savaient pas trop rentrer les numéros de carte bancaire sur un site, ne pas être sûr, ne pas savoir trop comment joindre s'il y a un problème, etc. Les choses ont été très réglementées et maintenant, on trouve en fait en ligne des informations sur les produits. C'est très renseigné et finalement, on peut parfois trouver plus d'informations avoir plus d'assurance en fait sur un produit en ligne qu'en magasin. Donc, on voit bien qu'il y a des avantages au commerce en ligne comme il y a des avantages au commerce physique. Nous, il y a quelques années, on s'est dit qu'on allait justement essayer de travailler ce point-là et on avait réfléchi à une façon de proposer ce qu'on appelait, ce qu'on appelle maintenant le click and collect et que chez nous on appelait le retrait en magasin, le retrait direct en magasin. Et on avait discuté avec les commerçants bordelais, puisque nous sommes une entreprise bordelaise, donc on avait commencé par là. Et en fait, on n'avait pas senti d'appétence à l'époque, ça n'avait pas vraiment décollé. Et finalement, on avait dû abandonner cette idée qui finalement est revenue justement à l'occasion de la pandémie, avec la nécessité très pressante de trouver des solutions pour aider les commerçants à continuer à travailler pendant cette période. Est-ce que vous avez, alors c'est intéressant ce que vous dites, est-ce que vous avez un pourcentage au niveau des tranches d'âge qui vous utilisent? Parce que on parle beaucoup, la jeunesse, hop, c'est trop facile pour eux, voilà, ils ont toujours, ils sont nés avec un ordinateur entre parenthèses, et puis les personnes âgées qui ont plus de mal à s'y mettre ou à commander en ligne. Et puis vous avez les jeunes ménages d'une quarantaine d'années qui, à mon avis, commandent, ont un pouvoir d'achat, commandent assez régulièrement. Vous avez ça ou Alors, j'ai ça, mais pas sous la main. D'accord. Mais je vais pouvoir vous les envoyer. Mais en fait, On il les y a met. effectivement, vous avez raison, il y a une plus forte appétence chez les tranches d'âge un peu plus jeunes. Mais en réalité, enfin, il y a quand même une très grande part de la population qui commande en ligne. J'avoue, enfin, c'est pas vraiment le sujet de centre-ville en mouvement, mais il y a aussi une appétence, enfin, pas uniquement dans les centres-villes, également dans les territoires ruraux, où l'accès au commerce physique, justement, est un peu plus compliqué. Et là, pour le coup, c'est pas une question d'âge, c'est plus une question de répartition géographique. Mais j'ai ces chiffres, je les enverrai à Centre-ville en mouvement, effectivement. Et puis on les mettra à la fin de l'audition. Voilà. Peut-être Constant ou je continue Oui. par rapport. C'est vrai qu'on s'était eu au téléphone, je vous laisserai peut-être la question après, mais on s'était eu au téléphone. Vous avez été un peu pionnier sur la partie. Vous nous avez téléphoné en nous disant, bah, si vous voulez, tous les commerçants qui le souhaitent en centre-ville auront leur place sur notre plateforme gratuitement. Est-ce que vous avez senti que certains commerçants venaient, voilà, une appétence un peu en se disant, bah, tiens, la plateforme existe, c'est très connu, ça va peut-être nous ramener un peu de clients.
Oui, alors tout à fait. Peut-être pour revenir un peu sur la façon dont ça s'est passé. Donc, première pandémie, première vague, bon, tout le monde était assez sidéré, hein. Mm. Le gouvernement nous avait demandé ce qu'on pouvait faire. Donc, on avait mis en place des tarifs préférentiels avec justement un abonnement gratuit, sans engagement, des commissions extrêmement réduites, voire nulles en fonction de la typologie de produits, puisqu'à ce moment-là, on parlait beaucoup des produits essentiels, produits non essentiels, etc. Et puis, on avait essayé de trouver le moyen, mais un petit peu dans l'urgence, de proposer le click and collect, ce qui n'était pas du tout dans notre modèle. Comme je vous l'avais dit, on avait essayé de le développer il y a quelques années, mais comme ça n'avait pas pris, c'est pas dans notre modèle dans le sens où quand vous alliez sur le site de Cdiscount, vous ne pouviez pas faire une recherche géographique. Donc, on avait essayé de mettre ça en place, mais c'était un peu compliqué. Le temps imparti était très court, donc deuxième vague, cette fois, on était un peu plus près et surtout, je pense qu'il y avait eu une vraie prise de conscience. Il y avait eu une vraie prise de conscience chez les Français, donc de fait aussi chez nous, dans notre entreprise. Et donc, il y a eu cette impulsion très forte venue d'en haut de l'entreprise, mais qui a été vraiment soutenue par les équipes de se mobiliser sur ce sujet-là et de mettre en place une interface qui permettait une recherche justement par ville pour que les gens puissent retrouver leur commerce de proximité et continuer à acheter chez leurs commerçants. Donc, on a créé cette page et effectivement, c'est à ce moment-là qu'on vous avait contacté pour vous faire part de ce projet qu'on avait mis en place très rapidement. Et puis, on avait aussi redécidé de mettre en place des tarifs préférentiels. Donc, on était toujours sur cet abonnement gratuit, toujours sans engagement. Alors ça, c'est de toute façon, c'est sans engagement chez nous, quoi qu'il arrive. Et puis, des commissions à 0% pour les commerçants qui proposaient le click and collect et une réduction de 50% sur les commissions pour ceux qui proposaient la livraison. On a eu effectivement un certain afflux. On avait pas mal de commerçants qui nous ont contactés. Et là, on est rentré dans une autre phase qui était la phase de l'accompagnement parce qu'en fait, on s'est vraiment rendu compte que cette population qui venait nous voir, c'était pas exactement la même que celle avec laquelle on avait l'habitude de travailler. Donc, on s'est retrouvé avec des commerçants qui avaient envie effectivement de vendre en ligne, qui avaient besoin en fait de ce canal, qui étaient intéressés de venir sur une plateforme qui effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, accueille 23 millions de visiteurs uniques par mois, donc ça fait une audience quand même assez importante, mais qui n'avaient pas pour certains de culture digitale et qui se retrouvaient un petit peu désarmés face à ce nouveau challenge. Donc, on a mis en place un accompagnement dédié. On avait une équipe qui s'occupait uniquement de ça, une équipe qui d'habitude est plutôt chargée justement de trouver des nouveaux vendeurs, des nouveaux fournisseurs et qui là s'est vraiment concentrée là-dessus. On a créé des nouveaux contenus en ligne, on a organisé des webinars. Toutes les semaines, il y avait des webinars où ces vendeurs pouvaient justement se connecter, poser des questions. On a créé des nouveaux questionnaires, enfin des nouveaux questions-réponses, ce genre de choses, pour justement les accompagner sur la plateforme. Et surtout, ce qu'on s'est dit, et ça, c'était riche de l'enseignement qu'on avait retenu de notre première expérience ratée sur le retrait en magasin, on s'est dit que le temps digital, comme on peut le connaître sur Cdiscount, il est très court par rapport au temps qui est vécu par les commerçants. Et qu'en fait, le temps long, c'est important. C'est important pour saisir justement, comprendre comment fonctionne une plateforme. Parce qu'en fait, une plateforme, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de créer votre site Internet. Vous n'avez pas besoin de générer un nouveau trafic. Ce trafic, il existe, il est à votre disposition. Vous avez en plus un service après-vente, etc. Donc, vous avez tout un support en fait qui vous entoure, qui est très utile. Cependant, il ne suffit pas de se dire je vais vendre sur la plateforme. Il y a quand même un travail à faire. Il faut créer un catalogue produit. Il faut que les fiches produits soient bien faites, avec des bonnes photos, de bonnes descriptions. Il faut correctement catégoriser les produits pour être sûr que les clients vont les retrouver. Donc, tout ça, c'est quand même un investissement de temps qui n'aboutit pas forcément à un résultat immédiat. Donc, il faut s'inscrire dans le temps long. C'est pour ça que ce deuxième tarif préférentiel, entre guillemets, on a décidé de le modifier, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire pour la période de la pandémie comme on l'avait fait, en fait, on a ouvert ce tarif, il est encore ouvert d'ailleurs aujourd'hui jusqu'au 30 juin. Et à partir du moment où on s'inscrit, le tarif est valable pour 6 mois. Parce qu'on s'est dit, il faut vraiment que les commerçants aient le temps de saisir l'objet, de le comprendre et de voir quels peuvent être les résultats.
Ce qu'on a fait également, et je pense que c'est très important, c'est s'associer aussi avec d'autres acteurs qui sont des intégrateurs ou des agences digitales qui peuvent justement aider les commerçants à faire un diagnostic digital pour éventuellement même créer leur propre site, les aider à faire leur catalogue produit. Et les intégrateurs permettent en fait aux commerçants de créer un catalogue produit qui va ensuite être diffusé sur plusieurs plateformes. L'objectif, c'est pas de dire aux commerçants venez sur ces discounts et uniquement sur ces discounts. L'objectif, c'est de dire il y a des plateformes, elles sont une solution, il y en a sans doute d'autres. Il y a aussi, encore une fois, la création de son propre site. Ça peut s'envisager. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend du commerçant, de ses ambitions aussi pour la suite. Est-ce qu'il veut continuer à vendre en digital? Nous pensons que c'est un canal maintenant qui est devenu indispensable, mais peut-être que certains commerçants ne le pensent pas et veulent rester uniquement dans leur magasin physique. Ça peut s'entendre. D'autres aussi veulent vraiment faire de cette activité digitale une activité très importante, créer leur propre site. Ces acteurs-là peuvent aider justement, peuvent accompagner les commerçants et les aider à se connecter à ces discounts et à d'autres plateformes. Parce que donc, comme je vous le disais, créer un catalogue produit, ça prend du temps. Ce serait dommage d'être obligé de le faire à chaque fois qu'on veut s'inscrire sur une plateforme. D'où l'idée de s'associer à ces acteurs-là pour multiplier les canaux en fait pour ces commerçants qui voulaient nous rejoindre. Alors, moi, je retiens deux choses là. Vous avez dit temps long et vous avez écrit s'inscrire dans le temps. Et c'est vrai que nous, ce qu'on rencontre là, toutes les auditions qu'on peut faire auprès des élus, des maires, des fédérations nationales de commerce de bouche et tout, on s'aperçoit que d'abord, il y a un côté générationnel, hein, comme on s'est dit, par rapport à la vente en ligne. Puis on s'aperçoit qu'il y a des commerçants qu'il faut leur laisser le temps. Il faut arriver à les convaincre, il faut leur montrer aussi l'intérêt d'être sur le net. Mais peut-être que ça peut être pour nous également un outil de communication avec un lien si cette personne vend ou si ils vendent par ces discounts, ils sont sur la plateforme avec un lien sur la plateforme. Mais voilà, on sent quand même que le temps compte aujourd'hui et que par rapport à certains commerces, il faut prendre le temps et on voit bien que les centres-villes ne sont pas complètement aujourd'hui, voilà, dans cet univers du numérique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas négliger l'effet Covid, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de commerçants qui ont, par nécessité, qui ont voulu rejoindre des plateformes, que ce soit Cdiscount ou d'autres, puisqu'il y a eu énormément d'initiatives de création, notamment de plateformes locales. Et l'impression qu'on a, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est que notamment sur ces plateformes locales, il y a des commerçants aussi qui... Nous, on a eu cet écho, notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, qui effectivement soutient beaucoup ce mouvement de digitalisation, comme de nombreuses collectivités, que certains commerçants se disent, bon, bah voilà, maintenant on va réouvrir, donc c'est bon, on n'a peut-être pas besoin d'y aller. Et ça peut se comprendre, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'investissement dans le numérique, c'est important, ça nécessite du temps, de l'énergie, et je pense qu'effectivement, la perspective de la réouverture, ça rend les choses peut-être un peu moins pressantes pour les commerçants. Nous, ce qu'on avait constaté aussi, depuis toujours, hein, ça n'a rien à voir avec le Covid, mais c'est notamment pour ça qu'on vous avait contacté à l'époque, c'est que c'est extrêmement difficile en fait de parvenir à toucher ces commerçants justement qui ne sont pas digitalisés. En vérité, on s'est rendu compte que ce qu'il faudrait faire, c'est du porte-à-porte. Et nous, on n'a évidemment pas les moyens de faire ça. On l'avait vu justement dans notre expérience bordelaise qui n'avait malheureusement pas abouti. Il faut ouvrir la porte du magasin, aller discuter avec le commerçant. Et pour ça, les relais institutionnels sont absolument essentiels. Il y a effectivement des associations d'élus telles que Centre-Ville en Mouvement. Il y a aussi les CCI.
les collectivités locales. Et en vérité, nous, les acteurs privés, nous avons des solutions à proposer, mais pas forcément la capacité d'aller toujours au-devant des commerçants. Et là, c'est vraiment ça. Il faut aller les chercher et leur montrer les bénéfices du digital, les différentes possibilités qui existent. Encore une fois, il y a les plateformes, il y en a d'autres. Certains ont des avantages et des inconvénients. Mais il faut vraiment aller les voir et ça, on voit bien que c'est un peu l'enjeu maintenant. C'est comment on fait pour industrialiser tout ça, puisqu'on n'a pas vraiment la capacité, personne n'a la capacité d'aller faire du porte-à-porte et d'aller voir chaque commerçant dans son magasin. Ça, pour nous, c'est vraiment un enjeu central. C'est très intéressant. Je pense que vraiment, vous avez compris beaucoup de choses. Non, mais c'est le souci qu'on a. Je pense que le côté porte-à-porte convainc les commerçants, mais même d'être sur les réseaux sociaux, hein, de faire un peu de promotion de ce qu'ils vendent. On a du mal, on a du mal. Autre question, peut-être, est-ce que vous, ce qui vient de se passer pendant 1 an et demi, c'est cette crise sanitaire, est-ce que certaines habitudes, par exemple moi-même, je demandais très peu sur Internet, je m'y suis mis un peu et je pense que pour certaines choses, je vais continuer. Est-ce que vous avez ce sentiment-là également? Alors, sur une typologie de produit, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que nous, on a gagné des nouveaux clients. Ça, c'est vrai. Il y a des gens, effectivement, je pense, qui peut-être ne commandaient pas, ou en tout cas pas chez nous, à ce moment-là, qui commandent plus. Ça, c'est vrai. Mais enfin, nous, on reste quand même persuadés que personne ne peut juste dépendre uniquement du e-commerce pour s'approvisionner. Les gens maintenant, ils ont. En fait, je pense que le maître mot pour les gens, c'est la souplesse. Voilà. C'est être capable de jongler avec ces deux possibilités. Pouvoir commander quand on est confiné ou quand on sait qu'on n'aura pas fini de notre journée de travail à 19h et que ce sera trop tard pour aller dans les magasins puisqu'on est sous couvre-feu. Mais je pense que ce sera toujours le cas une fois qu'on sera sorti de cette pandémie et j'espère que ce sera bientôt comme tout le monde. Je pense que voilà, c'est vraiment ça en fait. Ça nous a donné le e-commerce, le digital. C'est une flexibilité, c'est une possibilité d'améliorer notre agenda, j'ai envie de dire presque. C'est un petit peu ça. Et en même temps, de se réserver aussi des plages pour aller au centre-ville, aller faire ses courses chez les artisans de bouche quand on prépare un bon repas, aller essayer les vêtements plutôt que de les commander, de les recevoir dans des sachets plastiques. Enfin, voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça. Je pense que c'est vraiment ça le maître mot, la souplesse. Les habitudes de commande en ligne resteront. Ça ne veut pas dire qu'elles balayeront le commerce physique. Nous pensons que le commerce physique a sa place et il est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est mobilisé pendant la pandémie, parce qu'on considère qu'en tant qu'acteur français, on fait partie d'un écosystème. On n'est pas tout seul comme ça, isolé dans le net éthéré. On est là, nos salariés, ils vont dans les magasins aussi. On fait partie de cet écosystème et on avait la possibilité de l'aider. Et donc, c'était aussi notre responsabilité de fait, parce qu'on pouvait le faire. Parfait. Peut-être que Constant va vous poser la dernière question. C'est vrai que on fait chaque année un baromètre des attentes des consommateurs de centre-ville et on voit bien que les choses évoluent. Par exemple, là, le CSA nous dit qu'ils ont rarement vu ça. On s'aperçoit que les Français nous disent, 9 Français sur 10, que de faire ses achats en centre-ville est un acte citoyen. Voilà, donc, et vous avez raison hein, quand vous parlez de souplesse, c'est ça, il faut, en fait, le plus grand consommateur qui consomme sur Internet, dans le baromètre, 73% qui consomment le plus sur Internet, disent
on va pour se détendre, on va dans le centre-ville pour faire ses achats alimentaires, et je pense que tout doit être complémentaire et c'est bien. La dernière question, et après je laisse Constant poser la dernière question. Ma dernière question, est-ce que ça vous aide d'être Made in France? Alors, ça tombe bien parce que justement, ce que vous disiez sur l'achat citoyen, j'allais justement rebondir là-dessus. Je pense que les gens, effectivement, commencent à nous identifier comme un acteur français. On est effectivement le leader français du e-commerce. Et par ailleurs, juste avant la pandémie, ce n'était pas du tout lié, évidemment, on n'avait pas de boule de cristal. On a créé une rubrique dans notre site qui est justement une rubrique du Made in France. Donc, en fait, on a une charte sur la définition du Made in France qui est mieux disante que la définition douanière. Et on a proposé aux vendeurs dont les produits correspondaient à cette charte de rejoindre cette page-là, qui en fait met en avant les savoir-faire, enfin l'industrie et l'artisanat français. Donc on a des grandes entreprises comme Tefal par exemple, c'est du Made in France, mais on a aussi des artisans qui viennent vendre sur cette page. Et on s'est rendu compte que cette page, elle a eu beaucoup de succès justement à peu près à l'automne. Je vous disais tout à l'heure justement qu'il y a eu ce moment où les gens se sont dit bon ben là il faut aussi soutenir les commerces, etc. Et il y a cette forte appétence en fait de se dire il faut soutenir les entreprises françaises. Donc oui, nous sommes une entreprise française, comme je vous le disais, on fait partie de cet écosystème. Et oui, je pense que les Français nous identifient de cette façon. Et en même temps, c'est pas seulement qu'on est français, c'est que vraiment on s'inscrit dans cette démarche de soutenir le Made in France, c'est important pour nous. On a encore dupliqué cette initiative grâce à un partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, puisque en fait la région cherchait un moyen d'aider les entreprises du Made in Nouvelle-Aquitaine cette fois, en raison de l'annulation justement des différents salons qui permettaient de promouvoir ces entreprises. Et donc on a travaillé avec la région pour proposer à nouveau un tarif plus bas pour ces entreprises et surtout pour leur faire une vitrine dédiée. Donc maintenant on a travaillé justement pour aussi faire des vitrines pour les autres régions, même si on n'a pas de partenariat institutionnel, mais pour que les gens puissent voir en fait le savoir-faire de leur région et pouvoir y accéder. Et oui, je pense que c'est important. C'est important pour les gens, effectivement, comme vous le disiez, c'est un acte citoyen. Et nous, on a la capacité, et comme on a la capacité, on a la responsabilité de mettre ça en avant et de soutenir ces acteurs-là. Je pense que le Made in France, c'est effectivement une tendance, entre guillemets, importante et qu'on doit soutenir. Constant, ça vaut. Oui, du coup, dernière question, comment vous voyez un peu le monde commerçant et les centres-villes en 2030? Ah là là, ça c'est une sacrée question. Je pense que ce sera un centre-ville qui proposera des expériences plus que des produits. Évidemment, il y aura des produits, mais on ira là-bas pas pour faire ses courses. On fera ses courses, mais ce ne sera pas l'objectif. L'objectif, ce sera de passer un bon moment, de rencontrer des gens, et ce sera très certainement pour les achats plaisir. C'est comme ça que je le vois, avec des magasins qui, en même temps, peut-être chacun un petit guichet dans un coin pour les retraits, le click and collect, etc. Je pense que ça ressemblera à ça. Il faudra aussi que ce centre-ville, du coup, prenne en compte la possibilité pour les gens d'y accéder. Donc, on va espérer qu'on sera bien décarboné et qu'on utilisera le moins possible de voitures à cette période, mais en tout cas que la possibilité d'accéder au centre-ville sera autorisée aussi bien pour les livraisons que pour les clients, avec un accès en transport en commun ou des parkings ou ce genre de choses. Et ce sera un espace pour moi de rencontre et de plaisir, en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. Merci beaucoup pour cette audition. C'était très intéressant et d'avoir votre vision qui est, à mon avis, une vision intéressante, vraiment très intéressante. Et je pense que grâce à ces systèmes qui se mettent en place,
le centre-ville a encore plus de chances voilà, d'être encore plus beau, être encore plus accueillant, être encore voilà, et séduire de plus en plus nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci à vous de cette opportunité de partager effectivement notre vision et puis et surtout de travailler ensemble pour aller plus loin sur ce sujet. Voilà.